Bonsoir à toutes et à tous. Je suis enthousiaste au sens de Barbara Cassin. Ça, vraiment, c'est magnifique l'explication qu'elle donne de ce mot. Alors effectivement, après de tels mots et des images, il faut se ressaisir pour, en tous les cas, percevoir le fait que la traduction continue. J'ai la chance de te connaître depuis longtemps et cette passion de la traduction qui continue. Alors, quand j'avais vu le dernier, je m'étais dit que là, il y avait sans doute une sorte de summum, enfin de... Et puis non, elle est vraiment infinie, la traduction. Elle est vraiment infinie. Et alors, oui, on perçoit la traduction. Alors, l'annonce est au pluriel. Et cette pluralité des traductions, alors d'un monothéisme à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre au sens, on traverse plein de mondes différents, le monde, enfin les textes sacrés, les biographies. Il y a quand même de magnifiques aussi biographies. Et puis l'image, et puis aussi la clinique. Et on voit comme une sorte de continuité absolue, sans solution de rupture, entre ces différents mondes qui non seulement se traduisent mutuellement, mais s'enfantent, c'est un peu trop, mais c'est les mots qui viennent justement à la suite de se fécondent mutuellement, parce que on est quand même pris beaucoup par les questions de fécondité. Et alors aussi, j'ai découvert aussi quelque chose qui m'a surprise, intriguée, et qui est ce lien étymologique aussi entre mère et croyance. Alors ça va nourrir beaucoup de nos réflexions, et ça aussi, ça renvoie à d'autres réflexions, d'autres mondes. Je pense aussi aux travaux de Kristeva où elle considère que dans une des parcelles du sacré dans notre monde contemporain, c'est notre regard sur les mers. Et on voit là comment s'ouvrent des correspondances entre des œuvres différentes, mais habitées par le même souffle, en tout cas par la même nécessité de traduire, d'interpréter, de faire voyager et de démontrer, je dis bien démontrer, la pluralité nécessaire et la fonction politique de la pluralité. Alors bien sûr, tu le dis explicitement à la fin, mais on le perçoit tout au long, avec quand même une sorte de montée en puissance de cette question politique, je dirais. On le voit par exemple dans ce que dit Marie-Josée Monzin, la philosophe, Barbara Cassin également, puis toi tu le dis à la fin. Donc la correspondance donc, entre les mondes, avec aussi cette proximité entre, par exemple, la poésie et puis l'action. Alors, avec, en tout cas, moi, évidemment, ça fait écho à mes propres préoccupations de
clinicienne engagée dans les questions de la diversité culturelle, mais de cette nécessité que ce soit pluriel. Et alors, à propos de ça, si tu me permets, je voudrais te poser deux questions. Et puis, d'abord, le choix des femmes que tu as fait. Alors, je vais peut-être... tant pis, hein. Je vais peut-être... mais je vais peut-être me dire quelque chose qui m'est totalement personnel, mais j'ai l'impression que les femmes que tu as choisies, que je découvre ce soir, donc, ont toutes quelque chose en commun avec toi. Mais c'est comme si c'était plein de facettes de toi. Et donc, moi, je me demandais comment tu les as choisies. Et la deuxième question qui m'a traversée, puis je me suis dit, je suis chanceuse, je vais faire le débat, donc je vais lui poser la première question. Je vais lui poser cette question. Je me demandais, parce que ça vient, alors ce film, à travers l'annonce faite à Marie, mais on percevait déjà, me semble-t-il, dans d'autres films antérieurs, c'est quel statut, toi, tu donnes à la fois dans la création et dans la vie, j'allais dire, à la croyance. Est-ce que tu considères que ça correspond à une sorte de besoin, un besoin qui serait un besoin de croire? Ça, c'est le livre de Christevaz. Non, mais justement, est-ce que toi, quel statut toi tu donnes à ça? Et parce que dans cette insistance que tu as à la fois à interpréter, mais à interpréter, comment dire, à ouvrir vers l'altérité. C'est aussi c'est un mot qui apparaît vers la fin du film, qui moi me semble extrêmement important. Alors que justement, alors est-ce que c'est ça, la croyance, quelque chose qui ouvre vers l'altérité pour toi? En tout cas, voilà mes deux questions pour commencer. Je ne sais pas ce que c'est la croyance, hein. Vraiment, parce que ça dépend, qu'est-ce que la croyance religieuse. Les croyances. Oui. Les croyances, oui, si elles sont multiples, mais non, vraiment, je ne sais pas très bien. Mais si on va au minimum, c'est-à-dire, c'est parce que je pensais quand tu as dit en hébreu Em et Emouna, donc la mère et la foi, la croyance, mais il y a aussi Em et Im. Im, c'est si, hein? Si. Alors si, et je pensais évidemment au Forda de Freud. Si la mère revient, oui, non. Et évidemment, il y a l'enfant doit croire que la mère va revenir. Donc il y a, oui, mais il a un peu peur. Donc on croit que la mère va revenir. Bon, est-ce qu'elle va revenir? Mais ça, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Je viens d'une famille complètement, c'est-à-dire que on m'a même pas dit qu'il y avait croyance. C'est-à-dire que je ne sais pas dans combien de générations on croyait plus à Dieu. Et je ne sais pas, ça faisait des générations que personne, et le mot Dieu, on ne savait pas ce que c'est. Ce qui me vient quand même, qu'on était petit à l'école, en Israël donc, et on m'a dit, un garçon m'a dit, moi je n'ai jamais entendu Dieu, je ne sais pas quoi, un garçon m'a dit qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu, en hébreu, le tétragramme. Et il a dit, si tu dis, bon, ces mots que moi je ne prononce pas, jamais, et il a dit, si on dit, je ne sais pas ce qui va arriver, il a craché. Et je n'ai pas compris du tout. J'étais très très impressionnée. Je crois que c'est la première fois, on avait 6 ans, qu'il y avait le nom des dieux. Déjà, il était tout de suite imprononçable. Et puis, il a prononcé, mais il a craché. Voilà. Donc, c'était Dieu pour moi. Et je ne savais pas très bien ce que c'était. D'ailleurs, je ne sais pas encore. Je sais pas encore très bien ce que c'est. Voilà, mais ce qui m'intéresse, c'est que des gens se sont posés cette question pendant très longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'on peut avoir sur ce que les autres pensent sur cette idée-là.
ça, et je crois qu'effectivement, moi je crois qu'on devait apprendre l'histoire des religions, en tant pas mais en tant que, parce que ça fait tellement partie, et puis bon, et ce qui est formidable, qu'il y a des textes, moi ce qui m'intéresse évidemment c'est des textes, c'est comment ils se parlent entre eux, et comment en fait ils se parlent entre eux. Ça c'est très bien montré. Ouais. Et d'une manière l'intertextualité est claire et nette. Alors, le dernier point qui, justement, à propos dans les correspondances entre les unes et les autres, c'est dans la plupart des histoires, il y a une réflexion, enfin pas une réflexion, parce que c'est plus fort que ça, mais enfin, en tout cas une interrogation et une recréation parfois même du prénom, ou une interrogation sur le prénom. Alors, là aussi c'est extrêmement... alors c'est des histoires différentes, mais on voit bien comment elles s'inscrivent à la fois dans la biographie, dans le passé, mais aussi dans l'anticipation, dans la rêverie, dans le futur. Et aussi dans une sorte de recréation de soi qu'il peut y avoir à l'adolescence, par exemple, pour Sarah. Et Barbara aussi. Et Barbara. Oh, Barbara, c'est joli ce qu'elle raconte aussi sur c'est deux femmes qui ont choisi leur nom. Elles ont choisi. Elles ont en tout cas, réinventé à partir de quelque chose qui leur avait été transmis. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort dans la clinique. Chaque fois qu'il y a une diversité culturelle, chaque fois qu'on traverse des langues ou des mondes, la question du prénom se pose, et de la multiplicité des prénoms, parce que le prénom, à la fois comment on se vit soi-même et comment les autres nous interpellent, et souvent dans une multiplicité de ces prénoms. Et là aussi, et ça, après avec des échos dans les textes, mais on le voit dans la réalité. Ceux qui ont traversé des langues ont souvent traversé des prénoms aussi. Même et ça aussi on perçoit bien, dans les accents. Parce que prononcer, je ne sais pas, Sarah, si je le prononce comme ça, ou si je le... Sarah à la française, ou Sarah à l'espagnol, c'est déjà différent, ou j'imagine hébreu, arabe, ça modifie quasiment le prénom. Donc c'est ces voyages un peu ontologiques juste par le prénom et l'accent, et qui arrivent, alors avec cette puissance que tu as de transformer des mots en images, parce que quand même, parfois c'est des mots, et il se transforme en image, et il nous arrive retravaillés.